On a de plus en plus de primo-romanciers dont le niveau est, pour certains d'entre eux, je dirais stupéfiant. Tous les ans, ici, on organise une soirée primo-romancier. On a des œuvres majeures et abouties qui nous arrivent. C'en est réellement impressionnant. On a d'ailleurs pas toujours l'impression que ces gens aient envie ensuite d'écrire autre chose. C'est pas évident. Quelquefois, ils ont fait ça, et maintenant ils vont passer aussi bien à la musique, aussi bien à l'art, aussi bien aux arts. On n'en sait rien. Toujours est-il que ce que nous pensons aussi ici, et si on insistait tout à l'heure sur le rôle de la Société des gens de lettres comme lieu de défense des auteurs, c'est qu'on a bien conscience que c'est aussi la défense de la culture tout court, et que pour avoir des auteurs qui puissent fournir, il faut qu'ils puissent gagner leur vie. Pour cela, deux solutions. Soit ils ont un métier à côté et peuvent créer. La semaine dernière, dans une session de professionnalisation, j'entendais quelqu'un qui disait, en fait, il n'y a pas de miracle, il faut être prof et écrire à côté. Je ne sais pas si ça relevait du fantasme, mais les chiffres que j'entends aujourd'hui me laissent supposer qu'il y a effectivement une façon d'organiser sa vie entre l'enseignement et l'écriture qui semblerait être un juste équilibre dans la société très dure que l'on vit par ailleurs dans les entreprises aujourd'hui. Ma femme est enseignante, hein, donc je sais aussi de quoi il en retourne. L'autre chose qui apparaît clairement, c'est cette notion de professionnalité et les contacts avec les éditeurs. Actuellement, il y a un phénomène de jeunisme dans l'édition française, dans les médias. Tout le monde est à la recherche du petit nouveau dont personne n'a entendu parler, qui va faire le mouvement, le raz-de-marée. On le cherche désespérément. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les éditeurs sont à la fois très accessibles, mais aussi très exigeants. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il ne faut pas se leurrer, il y a un aspect mercantile terrible. Trouvez le primo-romancier qui va vous faire quelque chose qui va se vendre. Ensuite, il sera bankable, comme on dit, c'est-à-dire qu'il pourra négocier un avaloir, autrement dit une avance sur droit d'auteur, avance définitive, confortable, voire très confortable. Mais nous ont dit certains éditeurs, si le deuxième roman pour lequel on a consenti un bel avaloir n'a pas réussi à rattraper l'avaloir, cet auteur il est mort. C'est-à-dire qu'on est entré dans un cynisme total, il faut bien le savoir. La notion d'avaloir, par exemple, je vais vous citer des chiffres dont personne ne parle jamais. La notion d'avaloir, ça veut dire ceci. Un romancier reconnu, mais qui n'a pas encore de gros chiffres de vente, mais quand même qui quelquefois a son 5e, 6e roman, s'il obtient 3 000 à 4 000 € d'avaloir, il est content. Pour un travail qui va lui demander 1 an et demi, voire 2 ans, voire 3. Gallimard, collection blanche, avaloir 0,1. Chez Gallimard, on garde les sous pour les gens qui ont déjà beaucoup vendu, autrement rien du tout. En revanche, un éditeur faisant dans le roman régional, je pense par exemple à ce qui se passe aux Presses de la Cité, ou bien alors chez Calman Lévy avec Janine Balland, on donne couramment 15 000 € d'avaloir à un auteur qui va faire un livre par an. Ce qui paraît beaucoup, ce qui est même énorme. Mais ramené chaque mois de l'année, vous prenez 15 000 divisé par 12, sans même parler du 13e mois ou du 14e, vous arrivez en fait à peanuts. C'est-à-dire qu'il faut vivre comme on peut. Et là, on voit d'une part l'image merveilleuse de l'auteur, à succès, semble-t-il, mais les chiffres réels, c'est-à-dire de quoi peut-on vivre. Et ça aboutit pour nous, ici, à la Société des gens, à un constat que nous prenions dans un premier temps pour très pessimiste, mais que l'on va se vérifier. La réalité économique, la possibilité économique d'exister en tant qu'auteur aujourd'hui devient nulle, et à terme, c'est tout simplement la liberté de création qui est menacée, et donc le niveau de la culture. Ça, on le ressent de façon très palpable ici. On est dans une vieille maison, en plus vivant dans un monument historique, dans un immobilier classé à l'inventaire des monuments historiques. On a donc ce recul, cette image du passé, mais on voit l'avenir tel qu'il se présente avec une acuité qui devient pour nous de plus en plus terrifiante. Et je ne vous parle pas de l'avenir numérique, c'est-à-dire de la possibilité de tirer 3 sous des œuvres qui seront diffusées par des circuits numériques.